C'est le fruit d'une longue quête. Après 20 jours de ratissage dans le désert, les soldats français viennent de faire une prise importante. Un berger a été interpellé. Il pourrait s'agir d'un djihadiste. Son équipement intrigue les soldats. J'ai une patrouille qui est tombée sur une ressource, en l'occurrence une moto. Ils sont approchés de la moto, là ils ont découvert que c'était une moto de terroriste avec tous les signes. Puisqu'en plus sur cette moto on a trouvé une Kalash K47, des munitions, des chargeurs plein de munitions. Et tout autour on a trouvé un personnel qui était à proximité immédiate qui essayait de fuir, qu'on a récupéré. Plus des affaires qui sont un peu sont pas naturelles pour un berger. Beaucoup trop d'eau pour une personne et surtout il y a beaucoup de vêtements et ça peut être souvent des terroristes qui viennent le voir et qui viennent se changer chez lui. En fait c'est pas forcément un terroriste en tant que tel, mais plutôt un facilitateur. Pour en avoir le cœur net, le contenu de ces téléphones est analysé. Donc ça, c'est là-dessus qu'il y a les photos et tout. C'est un bon client. Parce que là on a tout ce qu'il faut, on a des vidéos de propagande, des images de propagande, on a la Kalash, on a la moto, on a totalement. C'est le même genre de vidéos à chaque fois, des images de propagande, des vidéos de propagande avec des chants coraniques et des chèvres en photo. Pour des raisons de sécurité, un bandeau et un casque empêchent le prisonnier de voir et d'entendre ce qui se passe autour de lui. Son identité est enregistrée dans une base de données. À la radio, un capitaine demande de plus amples informations. Il s'agit d'un jeune Malien de 18 ans, inconnu jusqu'ici des services de renseignement. C'est confirmé, la zone de recherche est bien un repère de groupes armés. Alors tout le monde reste aux aguets. On les entend et on sait qu'ils sont là. Encore des mecs. Mais voilà, on sait qu'ils sont présents. On arrête de faire des bons pour le moment. Voilà, on a trouvé un, ils en ont trouvé deux là-bas, donc ils sont fuyants. Par contre, ça n'empêche pas qu'ils puissent y avoir des embuscades. Ici, dans cette région, il y a un mois, là, à quelques centaines de mètres, ici, une embuscade qui a fait plusieurs morts chez les Tchadiens. On surveille la zone, on remballe les ressources, des sacs dans le craft, et puis après on se casse. La Kalachnikov est saisie et la moto détruite pour qu'elle ne puisse pas servir à d'autres terroristes. Vous pouvez déjà commencer à percer les pneus. Le prisonnier, lui, est transféré dans les mains des militaires maliens. Voilà désormais plus de 8 ans que les forces françaises sont engagées au Sahel, dans une guerre face à un ennemi peu visible, mais toujours très actif, et sur un territoire grand comme l'Europe. Pendant plus d'une semaine, nous avons suivi l'une des dernières missions antiterroristes de Barkhane, au milieu du désert, à 800 km au nord-est de Bamako. Elle mobilise 1800 soldats français et 600 Maliens. Pour s'y rendre, il faut prendre 2 avions, de Niamey à Gao, puis de Gao à Ombori, et enfin un hélicoptère, direction le sud-ouest. Des paysages de western époustouflants, mais une nature hostile. À l'arrivée, une tempête de sable menace. C'est le mur de sable, on va se le prendre dans 3 minutes. Cette année, ce qu'on appelle le front intertropical est remonté plus haut que prévu, plus tôt que prévu.
Donc c'est pour ça que depuis quelques jours, nous avons régulièrement des tempêtes de sable, voire de la pluie, ce qui est un peu exceptionnel en cette saison. But annoncé de l'opération, assécher les ressources des groupes armés terroristes, c'est-à-dire trouver et confisquer armes, munitions ou motos. Ce soir, sur la base avancée, le capitaine Charles expose à la tombée de la nuit la mission du lendemain à ses lieutenants. Demain, du coup, après 10 jours d'action dans l'Azir 24, on entame un mouvement vers le nord-est pour opérer dans l'Azir 35 à compter du 20. Donc le temps 1, de 5h15 à 9h15. Renseignement entre Lima Delta et Lima 3. La situation ennemie, similaire au jour précédent, adoptant une posture permanente de dissimulation, ils vont chercher à éviter le contact et à préserver leurs ressources, leur capacité de combat face à nous. Néanmoins, ils n'hésiteront pas à engager le combat et ou à piéger nos itinéraires pour nous causer des pertes. Dans la zone, gravitent des combattants du GSIM, un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda, responsable de nombreuses attaques et prises d'otages, comme celle un mois auparavant du journaliste Olivier Dubois. Un ennemi très discret, mais qui cherche toujours à s'en prendre à l'armée française. Moi j'ai une mission demain de reconnaître un itinéraire et en fait de prendre tout le renseignement possible entre mon point de départ et mon point d'arrivée. Du renseignement sur le terrain, du renseignement justement sur l'itinéraire, praticable, pas praticable, du renseignement sur l'ennemi. Et également ma mission de reconnaissance, elle vise à faire bouger les éventuels éléments ennemis qui seraient dans la zone pour pouvoir justement avoir un petit peu plus de renseignements et le pousser, le bousculer dans ses retranchements. Le départ a lieu le plus tôt possible pour surprendre l'ennemi. Les militaires quittent leur lieu de bivouac à 5 h du matin. Embarqué verrouillé les gars? Oui, c'est bon. Avant d'arriver sur la zone de fouille, une trentaine de kilomètres à parcourir. Pour éviter les mines ou les IED, ces engins explosifs improvisés, les véhicules ne roulent jamais sur les routes ou les pistes. Ils traversent les prairies desséchées, les lits de rivières ou les pierriers. À l'arrière de ce blindé, 8 soldats calés comme ils le peuvent. Les chocs sont incessants. On est assez serré. Après, on arrive à faire de la place avec les sacs. La menace des IED est réelle. Ils ont causé la mort de la moitié des 50 soldats français tués au combat durant l'opération Barkhane. 2 mois plus tôt, un blindé de l'unité a sauté sur une mine. À son bord, les hommes assis aujourd'hui en face de nous. Putain! L'état du véhicule témoigne de la violence de l'explosion. Protégés par le blindage, les soldats s'en sortent avec des troubles de l'audition. Mais pour tous, l'appréhension est permanente. Ça a marqué les esprits pour tout le reste de la mission et il faut faire attention parce que forcément ça reste dans la tête des hommes et après à chaque moment de roulage, à chaque bosse un peu trop fort, forcément ils repensent à ce moment-là. Après plusieurs heures de reconnaissance, les soldats arrivent dans la zone de recherche définie. Un village est particulièrement ciblé, suspecté par les renseignements de Barkhane de servir de refuge à des djihadistes. Présence des gars qui sont surpris de pouvoir arriver, qui déclenchent leur réseau de sonnettes pour alerter. Je ne veux pas perdre de temps, je relance l'action rapidement vers notre zone d'objectif. Les hommes au sol disposent d'un appui aérien. Un avion de chasse Mirage 2000 est chargé de repérer tout mouvement suspect. L'arrivée des blindés fait visiblement bouger l'ennemi. Ça fait confirmer une moto avec 2 pages dessus, il n'y a pas d'effet d'arme en haut, mais avec la hauteur c'est compliqué pour lui de faire ça. La moto elle est partie d'un heure et ensuite elle s'est dissociée du mouvement des camions, elle est partie plein
Chaque moto repérée fait l'objet d'une vérification. C'est l'engin de déplacement favori des groupes armés terroristes. Pour collecter des renseignements, prendre la température et montrer leur présence, les soldats de la force Barkhane entreprennent une patrouille dans le village. La manif, ça va prendre liaison avec les gens du village, essayer d'arriver à obtenir un peu de renseignements sur ce qui se passe dans la région. Est-ce qu'eux, ils voient des groupes terroristes qui se promènent dans la région, qui viennent se ravitailler ici? Bon, c'est toujours compliqué d'avoir du renseignement, on passe pas longtemps, on ne peut pas créer des liens avec eux. En tout cas, on essaye, et après, on essaye aussi d'observer dans les villages, parce qu'on voit des choses qui sont particulières, des motos qui sont camouflées, etc. Bon, de l'armement, c'est très rare que les gars se promènent avec. En général, ils les planquent dans les bois autour. On essaye de faire le point un petit peu de tout ça, d'essayer de caractériser les villages, savoir s'ils sont plutôt pro pour la force Barkhane ou pro pour les groupes armés terroristes. Ils sont accompagnés par une section de soldats FAMA, les forces armées maliennes. Leur lieutenant, ici avec la casquette, cherche le chef du village parmi les éleveurs. Je voudrais juste que tu fasses la sécu autour là. Là, il va essayer de prendre liaison avec les notables ou machin, tout ce qu'il va trouver pour endurance. Les habitants, affairés autour du puits, ne sont pas très bavards. On va aller voir. Trident. C'est des gens qui refusent de coopérer. Le Trident, donc le chef de section FAMA, il a pris liaison un peu avec les gens. Bon, ils essaient de... Enfin, ils sont pas très coopérants. Il y a la deuxième moto, une moto Bordeaux, rien de particulier, mais quand le chef de section FAMA se renseigne, elle appartient à personne du village, donc lui, il aimerait la brûler, parler. Ouais, il suffit juste retenir qu'en gros, ici, ils sont pas très coopérants envers la force. Pour en savoir plus, l'officier malien tente d'impressionner un jeune habitant. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que la moto, elle est là devant une famille, devant deux familles, et ils n'arrivent pas à nous dire c'est pour qui. Ils ne connaissent même pas qui l'a fait, qui l'a arrêté ici. C'est pas un peu louche, c'est louche. Voilà. L'ambiance est lourde et la force Barkhane navigue sur une ligne de crête, débusquer et arrêter d'éventuels suspects sans se mettre à dos la population. Elle vit sous la menace constante des terroristes. Sur le réseau, là, ils disent qu'il y a eu les gars qui sont venus cette semaine, qu'ils ont contrôlé les téléphones des gens. Tu pourrais te renseigner là-dessus? Les habitants savent qu'ils risquent leur vie en parlant aux soldats français. Les groupes terroristes ont déjà assassiné plusieurs bergers qu'ils soupçonnaient d'avoir fourni des informations à Barkhane. Alors officiellement ici, personne n'a rien vu ni entendu. Apparemment, ils disent que personne ne vient dans le village. Ils voient des motos avec des gens armés qui passent de loin, mais qui ne viennent pas au village. Et que personne ne vient vérifier leur téléphone. La présence des GAT dans ces villages est pourtant quasi quotidienne. Ils tentent d'y faire appliquer la loi islamique. D'autres renseignements collectés plus discrètement vont le confirmer. Je fais le point durant ce qu'a obtenu le groupe. Donc, il y a un FAMA qui a réussi à discuter avec quelqu'un qui a dit qu'il y a des GAT qui étaient venus hier pour couper les pantalons. Pour certains islamistes rigoristes, le pantalon des hommes ne doit pas couvrir les chevilles. Les gens, quand on leur parle, on sent bien qu'ils sont sur la réserve. Les forces partenaires qui nous essayent d'avoir du renseignement, bon, ils ne savent rien. Il y a une moto qui traîne, elle est à personne. Il y a un téléphone qui traîne, c'est à personne. On se rend bien compte que le dialogue il est fermé. C'est frustrant, surtout que nous, on ne parle pas la langue, donc on n'a pas tout le ressenti exact. On est obligé de s'appuyer vraiment sur les forces partenaires. Bon, ils connaissent le pays, hein, ils savent ce qu'ils disent, mais on est à côté et on est hyper dépendant. Et du coup, on sait que ces gens-là, ils voient des gens armés qui passent dans la région, on sait qu'ils savent des choses, mais on sait aussi qu'on n'obtiendra rien. Quand ils ne se taisent pas, certains tentent de fuir. Ils ont intercepté un mec, là, il n'y a plus que Peul. Il faut qu'on envoie un personnel FAMA qui parle Peul. Ok. À 300 mètres de là, un homme vient d'être intercepté par une autre unité. Il nie tout lien avec les groupes terroristes, malgré des indices récoltés par les soldats. On est d'accord, tu as trouvé un téléphone, et le téléphone, il y a un enregistrement dessus qui dit que Barkhane arrive.
Jusqu'à présent, il refuse de dire la vérité. Là où il a trouvé ça? Devant notre caméra, et sous le regard gêné des soldats français, l'officier malien le brutalise. En gros, dès qu'on considère qu'ils dépassent les bornes, on leur explique qu'ils n'ont pas le droit de traiter un prisonnier comme ça, qu'ils doivent le traiter avec humanité. Donc quand ils sont des prisonniers qui gardent plusieurs jours, on vérifie qu'ils leur donnent à manger, qu'ils leur donnent à boire, qu'ils ne les battent pas, voilà, etc. Et quand ça dépasse les bornes, et ben nous, via la chaîne de commandement, on intervient et on leur explique qu'ils doivent arrêter ces manières. Parce que chez eux, ils n'ont forcément pas les mêmes manières que nous. Finalement, l'homme sera interpellé et confié aux soldats maliens. Pour les militaires français, la mission est accomplie. Ok, bon, une très bonne journée avec un beau bilan. Donc je suis très content de vous, je suis très content des gars, vous pourrez le dire à tout le monde. On va refaire juste un petit tour pour voir s'il y a des points particuliers, des rétextes de la journée. Ce jour-là, l'armée française aura fait 3 prisonniers, saisi une Kalachnikov avec 4 chargeurs et détruit une moto. C'est la meilleure journée en un mois de mission. Ce bilan chiffré, même s'il peut paraître maigre quand on n'est pas habitué à cette zone et à ce contexte quotidien de l'opération Barkhane, il peut paraître maigre effectivement, mais pour nous il a quand même un sens. Et ça montre qu'effectivement, au moins aujourd'hui, notre action n'a pas été vaine. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est bien assécher les ressources des groupes armés terroristes. Donc ça veut dire effectivement les priver de leurs moyens de nuire. Effectivement, si on n'arrive pas à les attraper, tant pis. S'ils n'ont plus de moyens de nuire, plus de moyens matériels d'agir dans la zone, ben on a rempli quand même la mission en bonne partie. Un travail de Sisyphe, une guerre impossible face à un ennemi certes affaibli, mais qui ces dernières années s'est dispersé sur une zone toujours plus grande de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Et pour le traquer, le défi logistique est immense. Il y a d'abord la chaleur écrasante. 45 degrés le jour, 36 la nuit. Alors quand il faut aller gravir une colline avec 20 kilos d'équipement, pour vérifier qu'elle ne sert pas de cache d'armes à des groupes terroristes, les organismes souffrent. Trident 2, t'es bien comme ça, monte pas plus. Garde ton élément au pied de la montagne et on continuera tissage dans ce sens-là. Là. On va au rythme qu'on peut, on fait des pauses régulièrement. Et ça permet d'économiser un petit peu sur le physique de tout le monde pour tenir dans la durée. Mais c'est clair que c'est éreintant de passer des journées comme ça, voilà, à devoir se faufiler dans les bois ou à grimper sur les rochers. Chaque homme boit une dizaine de litres d'eau par jour. Et dès qu'ils le peuvent, ils se préservent. Ce n'est pas une sieste. Dans le jargon militaire, on appelle ça de la remise en condition. 4 jours plus tôt, un soldat a dû être évacué par avion médicalisé. Victime d'un grave coup de chaleur, il a été placé quelques heures en coma artificiel. C'est une des observations qui a été faite notamment par mon équipe médicale, qui m'avait dit dès le début de l'opération, oui, aux heures les plus chaudes, c'est plus intéressant peut-être de s'arrêter pour permettre aux gars de récupérer, pour limiter les risques aussi de coups de chaleur. Et effectivement, on vérifie qu'on a pu constater que de toute manière, on n'est pas efficace. L'équipe médicale doit aussi gérer les dangers du désert. Ce scorpion est petit mais mortel. Un soldat vient de le trouver dans son pantalon. Le dard, il est encore là. Le dard est encore là. Il n'y a pas de sérum antivenin sur place, il ne se conserve pas dans le désert. Il faut préparer une éventuelle évacuation par hélicoptère. C'est ici? Oui, j'ai une douleur au niveau de la juste à l'endroit où ça touchait et ici. Est-ce que tu as mal ailleurs? La poitrine, la tête? Est-ce que tu as des sensations bizarres dans les jambes? En attendant, le soldat est mis au calme pour éviter que le venin n'atteigne le cœur. On ne va pas prendre de risques. Là, surtout, on est dans des conditions dégradées. On n'a pas forcément tout le matériel qu'il pourrait y avoir dans un service d'urgence ou de réanimation. Donc voilà, au plus tôt, s'il a des éléments de gravité, on l'évacue, au plus tôt c'est le mieux.
Finalement, la piqûre est cette fois-ci sans gravité. Le soldat rejoint son unité quelques heures plus tard. Mais il n'y a pas que les hommes qui souffrent, le matériel aussi. Cet hélicoptère apporte la livraison du jour, 3 pneus. On compte 2 à 3 crevaisons quotidiennes. Un blindé vient de rouler sur une souche d'arbre. Le flanc du pneu est transpercé. À peine le temps pour le pilote de desserrer les boulons qu'une dépanneuse surgit dans un nuage de poussière. Les hommes se dépêchent d'effectuer la réparation car les menaces s'enchaînent. À l'horizon, une nouvelle vague de sable s'apprête à déferler. On n'a pas vraiment d'abri à part nos véhicules, donc soit on se met dans les véhicules à l'abri et on attend que ça passe, on n'a rien d'autre à faire. Montez les gars, voilà. Les hommes embarquent, le convoi fait le dos rond. Voici dans le dos, vous roulez, je ne peux pas à 5 mètres devant moi. Donc vous attendez mon ordre pour rejoindre la progression. L'installation sur la zone de bivouac est ce soir-là plus animée que d'habitude. Le risque, c'est surtout un problème de sécurité, collision entre les véhicules. Donc là, on fait attention à bien guider avec les pédales, avec les lumières blanches, pour pas qu'il y ait de véhicules qui se tapent les uns dans les autres. Encore quelques jours au milieu du désert. Les voies étaient fermées. Donc là, je peux annoncer, on pourra vider, quitter les équipements. Et ces soldats des troupes de marine rejoindront leur camp de base avant de rentrer en France. Les voies étaient fermées. Ils ne le savent pas encore, mais ils ont alors participé à la dernière mission d'envergure de l'opération Barkhane. À partir de 2022, la France devrait réduire le nombre de soldats sur place et fermer plusieurs bases.